Une longue colline couleur émeraude posée sur l'Atlantique. Comme un doigt de géant pointé vers l'horizon. Au large de la grande terre d'Irlande, tout au bout de la péninsule de Dingle, se détachent les avant-postes du continent européen. Pendant plusieurs mois de l'année, rares sont ceux qui osent s'approcher de cette côte inhospitalière parsemée de dentelles de granit. Dans ces latitudes extrêmes, la mer, la pluie et les vents ont forgé un peuple à part. Ici, on a l'œil aiguisé pour ne pas se perdre, et on parle une langue rugueuse pour se faire entendre. Dans cette région, les marins parlent encore la langue de leurs ancêtres irlandais, le gaélique. Chaque année, quand les jours sont les plus longs, Fergal quitte le port de Dingle et fait route vers les îles Blasket. C'est lui le passeur de l'archipel. Avec son minuscule ferry, Fergal assure les liaisons entre la côte irlandaise et l'île du Grand Blasket. Les rochers que vous voyez là-bas sont les rochers les plus à l'ouest de l'Irlande. Si tu continues ta route vers l'ouest, tu accosteras directement en Amérique. Entre ici et l'Amérique, il n'y a pas une seule terre. Et là, juste derrière moi, c'est le phare de l'île de Terre Hart. C'est le dernier phare d'Europe. Séparées de l'Irlande par un étroit bras de mer et souvent cachées derrière un manteau de brume, les îles Blasket n'existent plus pendant les mois les plus rudes. Pendant l'hiver, les vieilles maisons du village de pêcheurs sont désertes. On pourrait croire que cette partie du monde a été abandonnée, oubliée, qu'il ne s'agit là que d'un paradis peuplé d'oiseaux marins et de moutons sauvages. Mais dès que l'air devient plus doux et que la houle se calme, l'île du Grand Blasket sort de sa torpeur. Après une nuit plus que spartiate, les deux frères Slatara émergent doucement. Issus d'une famille de 8 enfants, Fergal et Kieran ont fait leurs premières armes de marin à la pêche au homard. À force de relever des casiers dans les courants et les cailloux, ils ont appris à connaître ce jardin sauvage. Quand on avait environ 12 ou 13 ans, on a commencé à venir sur cette île parce que c'était plus facile quand on allait à la pêche. On tirait notre bateau sur la cale et puis on restait ici plusieurs jours dans cette maison avec mon autre frère. Et depuis cette maison, on l'a gardée. J'ai beaucoup de tendresse pour cet endroit. C'est un lieu d'une grande beauté, c'est un endroit magique. Il n'y a pas de route, pas de voiture, pas d'électricité. C'est vraiment paisible. Pas grand monde dans ce coin reculé d'Irlande. D'ailleurs, pour rencontrer les rares habitants de l'île, il faut soit les chercher, soit les attendre patiemment. Donnacha et Seamus, oui, ils sont levés à 5 h ce matin. Ils sont partis à l'autre bout de l'île pour rassembler les moutons. Je pense qu'ils devraient rentrer tout à l'heure, vers 11 h. Après 4 heures de marche en direction de l'ouest, Donnacha et Seamus aperçoivent enfin, à pic des falaises, une partie de leur troupeau dispersé. Avec leurs chiens, les bergers tentent une opération difficile. Avant de les rassembler dans un enclos, ils doivent faire en sorte que les bêtes ne se précipitent pas vers la mer. Chaque année, au début de l'été, Donnacha et ses amis débarquent sur l'île pour des transhumances un peu spéciales.
Les pires moutons que j'ai, ce sont ceux qui se trouvent près des falaises, là-bas, au loin, vers l'ouest de l'île. Ça prend beaucoup de temps pour tous les rassembler et les maîtriser. Si tu fais le moindre mauvais geste, tu peux les perdre à nouveau dans les falaises. Mais quand on arrive du côté du village, là, on a un peu plus de chance parce que les chiens peuvent mieux les encercler. Moi, j'ai 3 règles. Premièrement, tu dois pouvoir rentrer chez toi. Deuxièmement, tu ramènes tes chiens. Et à la fin, si tu peux, tu ramènes avec toi quelques moutons. Ah, les moutons sont fatigués, ils sont épuisés. Il faut dire qu'on a fait un long voyage. Sur le papier, les bergers des Blasquettes sont bien européens, même s'ils vivent aux confins du continent. Mais il n'est pas toujours facile pour eux de jongler avec l'envie de faire subsister leur tradition et leur situation géographique un peu particulière. Nous sommes à l'extrême ouest de l'Europe et en même temps, nous sommes le point le plus proche de l'Amérique. D'ailleurs, nous sentons souvent que nous avons plus de liens avec l'Amérique qu'avec l'Italie, par exemple, ou les pays du centre de l'Europe. Surtout avec l'immigration qu'on a eue ici depuis des années, ils sont tous partis aux États-Unis. Donc on a souvent plus de connaissances à Boston ou à New York qu'à Paris ou Rome. On n'a rien contre l'Europe, mais c'est vrai que notre lien traditionnel, c'est l'Amérique. Sur l'archipel des Blasquettes, il fallait souvent choisir entre l'horizon, avec la promesse d'une vie meilleure sur les côtes américaines, et la grande terre d'Irlande, tout aussi inconnue. Avant la Première Guerre mondiale, on comptait près de 160 habitants sur la colline. Mais les conditions de vie difficiles poussent les Iliens à l'exode. En 1947, il ne reste plus sur l'île qu'une cinquantaine de villageois. Et puis un jour de novembre, en 1953, le gouvernement irlandais décide de faire évacuer l'île définitivement, après le décès d'un habitant n'ayant pas pu être soigné à cause de la tempête. Les dernières familles embarquent avec seulement quelques valises sous le bras, tristes mais en même temps soulagées de quitter une vie à la merci des humeurs de l'océan. La plupart de ceux qui habitaient sur l'île ont émigré vers les États-Unis, mais une poignée d'entre eux sont restés en Irlande. Maureen Dunleavy a vécu sur les Blasquettes quand elle était enfant. Sa mère était l'institutrice de la petite école de l'île. Elle y a toujours une maison, mais n'ose plus traverser. On a gardé cette petite maison parce qu'on y est très attaché. Mon père, mon grand-père ont été élevés dans cette maison. Et puis, il y avait surtout mon frère Padraig qui y passait toutes ses vacances. Il y allait dès qu'il y avait un moment. J'espère qu'elles vont encore tenir le coup, encore quelques années. En 1953, Maurice Behan était un jeune homme d'une trentaine d'années. Lui aussi a préféré rester dans le village de Dunquin, juste en face de son île. On allait quitter les îles Blasquettes la veille de Noël. Mais le temps a changé comme ça, d'un seul coup. Je m'en rappelle encore. On avait plein de nourriture, des pommes de terre et du poisson, mais pas de bougies pour s'éclairer. Non, j'étais pas triste de quitter mon île. On est finalement parti le 27 décembre. Mais au fond de nous, on savait bien qu'on allait revenir au mois de juin pour tondre les moutons jusqu'au mois de juillet. Par la suite, pendant des années, c'est ce qu'on a toujours fait, jusqu'à ce qu'on devienne un peu trop vieux. Je pense souvent au mauvais temps qu'on avait sur les îles Blasquettes, et surtout à la vie très rude qu'on devait supporter parfois.
Mais on était trop jeunes pour comprendre. Quand on y pense maintenant, on n'avait pas de curé, pas de médecin, pas de bateau pour aller sur la côte. Tout cela m'angoisse un peu quand j'y pense aujourd'hui. Je connaissais chaque rocher, chaque grotte, chaque recoin m'était familier. Vous voyez, ça c'est la plage blanche. On pêchait de là jusqu'au sud de l'île. Enfin, quand il faisait beau. Et quand le soleil brille sur les Blasquettes, Fergal et son jeune frère ne chôment pas. Car les îles les plus à l'ouest ne vivent désormais que pendant 3 mois l'été. Par temps calme, 20 bonnes minutes suffisent pour traverser à partir de l'abri de Dunquin, sur le continent. Mais lorsque les courants de marée deviennent trop forts, comme aujourd'hui, le moindre écart de cap ne pardonne pas. Fergal sait que ses jours de travail sont comptés. Entre l'île de la Grande Blasquette et la côte, il y a tout un tas de récifs sous-marins. Il y en a notamment 2 gros, qu'on ne peut pas voir. La mer devient très mauvaise quand le courant et le vent sont opposés. Et dans ces moments-là, il faut être très attentif, surtout quand on a des gens à bord. Parfois, on est un peu surpris, le vent tourne d'un seul coup. Ce matin, par exemple, on a écouté la météo, ils ont dit qu'il y aurait un peu de vent et que la mer ne serait pas trop mauvaise aujourd'hui. Mais là, il est 1h de l'après-midi et depuis midi, le vent tourne. Ça va encore pour l'instant. Vous savez, on fait ce métier depuis pas mal d'années maintenant. Au fil du temps, on a appris comment réagir. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de vraie cale, que ce soit sur l'île des Blasquettes ou dans le port de Dunquin, sur la côte. C'est donc très difficile d'accoster quand la mer devient houleuse. Il y a bien un petit débarcadère sur l'île, mais c'est compliqué d'y accéder lorsqu'il fait mauvais. En hiver, on ne pourrait même pas sortir pendant 2 ou 3 mois. Un peu plus haut sur la falaise, Donaja profite lui aussi des éclaircies pour soigner et tondre ses bêtes avant l'hiver. L'ancien instituteur a quitté l'école du port de Dingle pour se consacrer uniquement à sa vocation de berger. Sans lui, il n'y aurait sans doute plus d'activité sur l'archipel. Donaja a choisi les Blasquettes parce qu'ici, l'herbe est arrosée par les embruns. La viande de mes moutons a un goût spécial parce qu'ici l'herbe est différente. Ce n'est pas la même que sur le continent. C'est une herbe très saine. Avec ça au moins les bêtes n'ont pas de maladie. Sur le continent, les gens connaissent cette viande. Vous savez, les agneaux présalés des Blasquettes sont très prisés. Donaja, Thomas et Seamus s'expriment tous dans leur langue maternelle, le gaélique. Cette langue est encore parlée dans la péninsule de Dingle et dans bien d'autres communautés de la côte ouest de l'Irlande. Dans les alentours, on ne parle que gaélique. C'est notre langue courante. Entre nous, on ne parle jamais autre chose. Bien évidemment, ici, tout le monde sait parler anglais. On doit pouvoir communiquer avec l'extérieur. Pour chaque endroit, nous avons une terminologie traditionnelle. Ce sont des mots que nous avons appris de ceux qui étaient là avant nous. Et c'est vrai que ça nous ferait bizarre de changer et d'utiliser des termes anglais. Nous, quand on est ensemble, on continue à se servir des termes traditionnels pour les collines, la mer ou les moutons. C'est comme ça qu'on l'a appris. On le porte en nous et on ne pourrait pas l'exprimer autrement de toute façon.
Tout au bout de la vieille Europe, les descendants des Blasquettes se battent pour leur langue. Le gaélique fait partie de l'héritage de ces îles occidentales. C'est ici, dans les ruines d'un village fantôme, que le poète Danichi a découvert une source d'inspiration intarissable. Dans chaque maison du village, je ne voyais que murailles détruites et cheminées effondrées. Mais en lisant les manuscrits des anciens, j'ai compris qu'ici régnait un esprit de liberté. Dans les années 30, les Iliens voient défiler une succession d'hommes de lettres venus apprendre une langue gaélique encore peu touchée par l'anglais et les influences de la vie continentale. La rencontre improbable entre ces savants érudits et des insulaires endurcis par la mer donne naissance à la publication de plusieurs livres. Parmi les auteurs, une femme, Peg Sayer, et un marin-pêcheur, Thomas O'Crane. Cet homme simple des Blasquettes ne s'attendait pas à ce que ses histoires fassent le tour du monde. Son livre, L'homme des îles, est aujourd'hui traduit en plusieurs langues. Voici la cheminée. Et là, dans ces deux petits trous, il mettait sa pipe et son tabac. Je pense que de ce côté, il y avait sa table. Et plus loin vers le bas, il y avait sa chambre, avec juste au-dessus un petit grenier. Bien sûr, ils acceptaient leur vie insulaire, mais ils avaient plusieurs moyens de la rendre un peu meilleure. Ils avaient leur tradition orale, leurs chansons, la poésie, la musique et la danse. Grâce à toute cette vie communautaire, le quotidien avait beau être dur, cela leur a permis de tenir. Le dos tourné à l'océan, les marins et les paysans des Blasquettes n'avaient finalement que leur joie de vivre et un peu d'insouciance pour lutter contre l'isolement et supporter les caprices de la mer. Un drôle de scarabée noir descend le long de la cale de Dunquin. Après avoir relevé ses casiers à homards dans les cailloux de l'archipel, Paddy s'offre une petite sortie en mer à bord de son Ewog, le canoë traditionnel des Blasquettes. C'est sur cette frêle embarcation avec son compère Pod qu'il a appris son métier de caseilleur. De temps en temps, quand la mer n'est pas trop mauvaise, il lui arrive encore d'aller pêcher le homard sur son Ewog. La première fois que j'ai mis le pied sur l'un de ces bateaux, j'ai vraiment ressenti quelque chose de spécial pour la mer et la pêche. D'ailleurs, la première fois que je suis sorti en mer, c'était avec Padraig. Quand j'étais gamin, je n'avais jamais vu de voile sur ce genre de bateau. Je savais que ça existait parce que j'avais vu des photos. C'est par chance que j'ai eu cette voile. Je l'ai récupérée grâce à Donacha, dont l'un des parents était pêcheur dans l'archipel des Blasquettes. Il paraît que c'était un excellent pêcheur. Regarde-moi cette voile. Elle est belle, hein? Elle tient toujours, je pense qu'elle a au moins 60 ans. J'imagine qu'elle a dû en faire des voyages, entre les îles et la terre ferme. Sur la colline des Blasquettes, la course reprend de plus belle. Cette fois, Donacha veut profiter de la marée haute pour faire transhumer une partie de son troupeau sur Beiginish, l'un des îlots de l'archipel.
Pour l'instant, on avance bien, mais c'est pas facile de les faire descendre. Ce sont des moutons sauvages, mais on a de bons chiens. Et surtout de l'aide. L'entraide, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ne suis pas tout seul à faire ce boulot. Depuis toujours, on se rassemble d'ailleurs pour travailler ici. On appelle ça le MEL. Un petit groupe d'hommes se rassemble pour en aider un autre. Et puis après, on fait la même chose pour celui qui aurait besoin qu'on lui coupe ses mauvaises herbes, ou qu'on tonde ses moutons, par exemple. C'est comme ça. Il faut faire vite avant que les courants ne s'inversent. En un peu plus d'une demi-heure, une cinquantaine de moutons est embarquée sur les Zodiacs avant d'être relâchée sur une autre île. À la fin de l'été, l'opération sera répétée. Mais cette fois, les bergers regagneront définitivement le continent avec l'ensemble du troupeau. On a plus de 1000 moutons sur l'autre île. Et là-bas, tout au bout, on ne peut pas aller les chercher tous les jours. On mettrait plus de 6 heures à chaque fois. Et c'est plus facile de venir les chercher ici. L'autre raison pour laquelle on les déplace ici, c'est que cette île, c'est un très bon endroit pour un agneau qui serait faible et qui aurait besoin d'engraisser un petit peu. Là, les moutons ne vont rester que quelques semaines. Ensuite, on reviendra les chercher. Ce travail, c'est notre nature, il fait partie de nous. On aime être ici, on aime le paysage. C'est un peu plus difficile qu'ailleurs, mais tout le travail se fait en été. Après, tu peux passer tout l'hiver sur le continent, sans rien faire. Cette île te rend jeune. Elle te change complètement. Ici au moins, tu ne t'endors pas comme sur le continent. Tu changes vraiment. Moi, je trouve qu'on prend beaucoup de plaisir à vivre ici. Cet endroit te met vraiment du baume au cœur. Il te rend plus vivant. Il est grand temps pour le berger des Blasquettes de ramener son troupeau sur la Grande Terre, avant que les premières dépressions ne se profilent à l'horizon et que les brumes de l'Atlantique ne rendent l'archipel invisible. Aux confins de l'Europe, l'été s'achève plutôt qu'ailleurs. Même les pêcheurs se rapprochent de la côte, histoire de laisser s'endormir tranquillement les îles Blasquettes. Pour Fergal, le passeur, c'est aussi la fin de la saison. Désormais, son ferry restera bien à l'abri sur les quais du port de Dingle. Donaja, Fergal, Seamus et Paddy savent qu'ils se retrouveront dans quelques mois sur les sentiers de la longue colline des Blasquettes. À leur manière, ils donneront encore un peu d'âme à cet archipel oublié.